Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas Aires Calcio. On revient le lundi soir, c'est la deuxième saison de Buenas Aires Calcio. À nouvelle saison, nouveau décor, je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, ça va être le décor de la saison 2. C'est parti, donc voilà, merci d'être là. OJCRM, bonsoir, bonsoir à tous. Comme je sais que tu vas pas en parler, mais as-tu vu le deuxième but de Candreva? Oui, je vais peut-être en parler, et surtout j'ai vu ce but incroyable, cette frappe du gauche dans la lucarne, absolument extraordinaire à l'extérieur de la surface de réparation. Et au JCRM qui enchaîne avec, sinon bizarre, le 11 du Milan AC, Pachukwueze, mais Krunic titulaire. Alors Krunic, bon, c'est un peu normal, en l'absence de Benacer, ça va être lui le titulaire en numéro 6. Après, effectivement, Chukwueze, ça peut être... c'est un petit peu... une interrogation, mais bon, je pense qu'il a mis Pulisic à droite, donc il faudra voir. Il faudra voir, peut-être que Chukwueze et Pulisic vont s'alterner sur le côté droit du Milan. Donc c'est très possible. Hein. Il est très possible, parce que je crois que, si je ne m'abuse, mais tu me le diras, parce que j'ai pas regardé la composition, à quel point je vous aime. Parce que j'étais tout concentré sur... bon, bah ça va, but d'Olivier Giroud à la 11e minute. Déjà 1-0 pour Milan, 11e. Donc voilà, ouais, c'est ça. Il passe en 4-3-3. On jouait en 4-2-3-1 depuis ces 3 dernières saisons. Donc il y avait toujours un numéro 10. Alors Pulisic pouvait être imaginé dans cette position. Mais... Stefano Pioli a muté avec les nouveaux recrutements et effectivement il a fait de Reinders et de Loftus-Cheek 2 milieux relayeurs, Krunic ou Benacer notre sentinelle, et Raphaël Leao à gauche, Olivier Giroud ou Okafor dans l'axe, et Christian Pulisic à droite. Voilà un petit peu, avec Chukwueze sur le banc. Donc beaucoup de solutions pour Stefano Pioli sur le banc. Et ça, c'est la nouveauté, vraiment, avec Colombo dans l'axe, Okafor qui peut être à gauche ou dans l'axe, Chukwueze à droite. Yacine Adli aussi, qui peut être le remplaçant de Krunic en attendant que Benacer revienne. Kalulu à droite ou dans l'axe, Kier dans l'axe, etc. Donc en fait, une équipe du Milan beaucoup plus versatile qu'avant. Donc c'est vraiment pas mal. Au JCRM, sinon on a perdu Laurent Blanc, c'est devenu Laurent Van Damme. Effectivement, ces interviews sont vraiment lunaires. On va pas forcément en parler ce soir, mais ce soir, comme vous l'avez vu, mais ça vaut quand même le coup d'écouter les interviews de Laurent Blanc, parce que c'est vrai que c'est devenu bizarre. Absolument. Donc ce soir on va parler de Brighton, la sensation Brighton, de l'équipe de De Zerbi qui cartonne en ce début de saison en Angleterre. Donc peut-être aussi en creux on parlera d'autres équipes, type Liverpool ou Chelsea, qui font elles un début de saison différent, on va dire. Et ensuite on passera à Monaco. Enfin bon, on passera pas à Monaco d'ailleurs, on passera d'abord à Rome. Mauvais départ à Rome, effectivement, les deux équipes romaines sont pas forcément parties du meilleur pied possible. Et enfin, on ira à Monaco pour parler un petit peu d'un Monaco princier en ce début de saison, si ça vous va. Après, bien entendu, on aborde le sujet que tu veux. Pas un mot sur le récital de la Juve hier soir en première mi-temps. La deuxième, la cata. 35 minutes très bonne de la Juve qui prend très vite l'avantage contre l'Udinese. Et ensuite, effectivement, la Juve qui retombe dans ses travers. Alors, ils ont aggravé le score après quand même, mais c'était plus opportuniste que vraiment construit. Donc voilà, en tous les cas, on a eu 35 très belles saisons, très belles minutes, pardon, pas 35 saisons très belles, non, mais 35 très belles minutes de la Juve. Espérons que ça augure d'un futur vraiment jeu léché de la Juve. Donc espérons. Moi je demande que ça, parce que plus il y a de bonnes équipes en championnat d'Italie, plus je suis persuadé que tout le monde aura y gagné, en particulier les clubs italiens, en Coupe d'Europe. Donc moi, c'est avec plaisir que la Juve redevient le club enthousiasmant qu'elle a pu être, même si ça n'a jamais été le club le plus spectaculaire d'Italie. Mais en tous les cas, souvent, on a eu des Juve qui jouaient très bien au foot. Donc voilà.
On va commencer donc par Brighton. Brighton qui a débuté son championnat avec 2 victoires. 2 victoires sur le même score, une à la maison, une à l'extérieur, pas à l'étranger quand même, ils sont restés en Angleterre. Mais ils ont mis 4 buts à 1 pour les 2 premiers matchs. Donc vraiment des scores extraordinaires hein, de la part de Brighton. Donc ils ont explosé là sur le dernier match Wolverhampton. Donc c'était vraiment intéressant. Et c'est vrai que en plus de ça, bah, vous voyez un jeu qui est vraiment léché. Vraiment, c'est assez impressionnant les circuits préférentiels, etc. La fluidité du jeu de Brighton hein, que De Zerbi chérit absolument. Donc avec une nouvelle, comment dire, on va dire équipe, parce que, enfin, bon, l'équipe en entier n'est pas nouvelle, mais quand même, il se trouve que il y a eu quand même des départs énormissimes à Brighton. C'est-à-dire, en gros, les stars qui ont fait réellement... C'est parce qu'ils sont en live que toi aussi, tu enchaînes les merguez. Ouais, c'est ça. Pas un mot. Absolument. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. J'enchaîne les merguez. Non, j'enchaîne pas les merguez. Mais effectivement, c'est effectivement en dédicace à... alors là, attention. Excusez-moi, pardon. Je suis désolé parce que là, c'est en live. En fait, je suis en train de commenter en live le match du Milan. Alors, je vois pas, mais je vois qu'on mène déjà 2-0 à l'extérieur à la 22e minute avec un but de Christian Pulisic cette fois-ci. Donc, Olivier Giroud, Christian Pulisic. Tu vas écouter, moi, tout ce que j'attends, hein, c'est juste un but de Raphaël Leao. Donc, puis après, on verra. Comme ça, les 3 de devant auront marqué. Et je serai très content. Je suis désolé, je suis obligé d'intervenir comme ça. Hein. Je peux pas faire autrement. McAllister, Caicedo et le gardien, absolument. Sanchez sont partis. Sanchez est parti à Chelsea. C'est vrai que Chelsea était un petit peu court en effectif. Non, je rigole, je vais arrêter cette blague, mais c'est vrai que Chelsea s'est débarrassé de Kepa, qui est parti au Real, remplacer Courtois, le temps de la blessure de Courtois, donc en gros toute la saison, en prêt, et il espère être transféré définitivement. Donc c'est vrai que, en gros, hein, on va dire que la colonne vertébrale de Brighton a été arrachée à ce club, et pourtant, oui, parce que alors je vais revenir sur l'anecdote de OJCRM, je vous dirai après. Donc, et pourtant, ça continue à bien jouer. Donc, on voit que, en revanche, Caicedo a fait un match famélique avec Chelsea, contre West Ham. Son entrée, en tous les cas, a été catastrophique. Après, encore une fois, il revient... il rentre dans une équipe qui est hors de forme, qui marche pas, et c'est ça qui m'inquiète pour Liverpool, c'est que limite contre Liverpool, j'ai trouvé Chelsea plus fringant que Liverpool hein, dans ce match 1 partout à l'ouverture de la saison régulière de Premier League, et en même temps Liverpool, et pourtant Chelsea s'est fait déglinguer par un West Ham pas du tout génial. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé ce match, mais c'était vraiment pas du tout génial. Contrairement à Brighton, qui lui a vendu ses meilleurs joueurs, c'est probablement pas 3 meilleurs joueurs, parce que ils ont quand même encore Mitoma, ils ont encore Estupiñán, ils ont Dunk aussi, qui est vraiment intéressant. Ils ont toujours James Milner qui est là pour amener son espèce d'expérience incroyable sur le terrain. Danny Welbeck aussi, avec maintenant énormément d'expérience, hein, ça me fait marrer parce que c'est vrai que Danny Welbeck, je l'ai vu démarrer à Manchester United, un petit jeune de 18 ans que Alex Ferguson a titularisé, d'ailleurs avec beaucoup de bonheur, hein, dès ses premiers matchs, il a marqué des buts, et là maintenant c'est un vétéran, Danny Welbeck. On va dire que c'est pas très rassurant pour moi, mais bon, bah, c'est comme ça. Donc voilà. Non, c'est vrai que Brighton hein, a une très très belle équipe encore, hein, avec Gilmour et Gross au centre, mais c'est vrai que sans Caicedo
sans Sanchez et puis sans McAllister. McAllister qui est probablement le meilleur milieu de terrain de Liverpool depuis le début de saison. C'est impressionnant. Moi, je suis absolument impressionné. L'année dernière, Brighton a accroché l'Europe. En fait, je me demande si l'Europe n'est pas, comment dirais-je, ne va peut-être pas avoir une surprise avec Brighton et peut-être même la Première Ligue. Allez savoir, vu l'état de Chelsea et Liverpool, qui m'ont absolument pas rassuré, on va parler de Liverpool juste après, mais qui m'ont absolument pas rassuré, pourquoi est-ce que Brighton ne peut pas rêver à une 5e, voire une 4e place, si pour l'instant on n'a pas vu encore Arsenal, on verra ce que ça donne, on n'a pas vu encore... Enfin si, on a vu tout le monde, mais on n'a pas vu donc Arsenal, on ne sait pas ce que ça donne. Manchester City a l'air moins rayonnant que les autres années. Bon, après, c'est compliqué de se remettre d'un triplé avec la Ligue des Champions, un truc après lequel tout le monde courait depuis des années. Donc c'est vrai que, voilà, et puis, je sais pas, Manchester United a un début de saison compliqué aussi. Donc ça fait beaucoup d'absents. Tottenham... là a fait un très bon match contre United, mais on peut pas considérer que ça va être, je pense pas, un favori de la Première Ligue. Donc franchement, Brighton peut être la grosse sensation de la Première Ligue de cette année, et pourquoi pas accrocher une 5e ou une 4e place qui serait éventuellement pour la 4e directement qualificatif pour la Champions. Je sais, c'est très tôt pour dire ça, mais moi, ce qui m'encourage à dire ce genre de choses, c'est la saison incroyable qu'ils ont fait l'année dernière. Je pensais sincèrement que ça allait s'arrêter avec les départs de donc Caicedo, McAllister et Sanchez, même si Sanchez dans une moindre mesure, hein, c'est un bon goal, mais c'est pas non plus Neuer, hein, faut pas déconner. Mais en l'occurrence, effectivement, ça continue toujours dans le même état d'esprit. Il y a des buts qui sont de l'espace, hein, le but de Mitoma, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est l'espace intersidéral. Donc non, franchement, vraiment impressionné par Brighton, ravi qu'un petit jeune de 44 ans, donc c'est pour ça que voilà, qui vient de la Primavera du Milan, s'apprête à dominer l'Europe dans les coachs européens. Moi personnellement, en tous les cas, ça me ravit. Un petit tour dans les commentaires. OJCRM qui nous dit: tu as vu ce qui tourne sur Chelsea, a fait 24 recrues depuis le nouveau propriété pour 11 victoires. Effectivement, ils ont plus de recrues que de victoires. C'est assez impressionnant, hein. Enzo Fernandez, par exemple, je crois, a 3 victoires, je crois, depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Tottenham hyper plaisant à avoir joué, j'ai vu leurs 2 premiers matchs, le nouveau coach a mis sa patte déjà, et puis c'est vrai que vous savez, hein, quand on a un joueur ultra dominant dans un club, le jeu a tendance à pencher vers lui, et c'est tout à fait normal parce que Harry Kane était le leader technique naturel de cette équipe incroyable de Tottenham qui a, il faut le rappeler, mais qui est arrivé en finale de Ligue des Champions, qui a terminé plusieurs fois 2e de la Première Ligue. Donc c'est les Raymond Poulidor de l'Angleterre. Mais c'est vrai que c'est quand même voilà, c'est quand même plus équilibré maintenant. Pourquoi ? Parce que ça respecte un peu plus le jeu. C'est-à-dire que de temps en temps, la passe à Harry Kane, elle était un peu automatique parce que c'était Harry Kane, mais c'était pas forcément l'esprit du jeu. Là, c'est plus équilibré. Et effectivement, comme tu dis, Maddison, quel sacré coup, c'est clair. Ça, lui, il était extraordinaire déjà à Leicester, et c'est vrai que même je me demandais un petit peu pourquoi est-ce que il restait aussi longtemps à Leicester, et c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé que c'était un superbe joueur, vraiment, et je l'ai toujours beaucoup apprécié, donc oui, c'est vrai que c'est un très très beau coup de la part de Tottenham, parce que c'est clair que quand on regarde l'équipe de Tottenham avec Maddison meneur de jeu, Son à gauche, Kulusevski à droite, Richarlison dans l'axe, même si je suis pas un fan de Richarlison, c'est quand même plutôt un bon attaquant, donc c'est vraiment très équilibré. Le secteur offensif est de très très bonne qualité. Après sur le banc, je suis moins
je suis moins, je suis moins convaincu, on va dire, hein, avec les Solomon, Lo Celso, Skippy, le petit dauphin, Davinson Sanchez, bon, ça pour la défense, pourquoi pas. Perisic, je crois qu'il est quand même plutôt en fin de vie sportive, hein, je veux dire, bien sûr. Ben Davis, je suis pas... Voilà, Højbjerg, bref, c'est pas fantasmagorique, mais ça peut être une équipe sympa, mais je pense pas que ça se termine deuxième du championnat ou troisième du championnat. Je pense que ça va bien jouer l'Europe, 5, 6, 7, pourquoi pas. Je les vois bien jouer l'Europe avec Manchester United, avec pourquoi pas Liverpool, Chelsea. Bon, Chelsea, j'ai bien l'impression que ce sera plus compliqué, mais ouais, pourquoi pas. Donc voilà. Revenons au championnat d'Angleterre. Au championnat d'Angleterre, le truc aussi, c'est que donc Liverpool a fait un match qui était, on va dire, intéressant. Pourquoi ? Parce que ils ont gagné alors qu'ils étaient à 10, donc c'était plutôt une bonne prestation. Comme ça, si on prend d'emblée juste le résultat, on peut se dire « Ah, c'est plutôt pas mal, etc. » Mais en réalité, Liverpool a concédé énormément d'occasions et ils n'ont pas eu besoin d'être à 10 pour concéder énormément d'occasions. Le score, je trouve, est très gonflé, ou plus exactement, Bournemouth a Solanke, Anthony et Semenyo devant, et ça se voit, parce qu'ils ont eu d'énormes occasions qui n'ont pas mis au fond. Alors Alisson a fait un bon match, ça c'est vrai, mais en même temps, il a fait un bon match, oui et non. Donc c'est un peu, voilà, je suis pas... vous savez, il y a un truc aussi, je sais pas pour vous, hein, je sais pas si vous avez eu, cette impression, mais j'ai vu apparaître Darwin Núñez à la 6e minute, qui a remplacé Luis Diaz, et tout d'un coup, je me suis souvenu qu'il jouait à Liverpool, pardon, et que c'est quand même un des plus gros fiascos de l'histoire de Liverpool, je pense. Non, ça faisait longtemps que Liverpool n'avait pas fait un fiasco comme ça. Parce que le gars ne joue plus, quand il est rentré, il était un petit peu hors de forme. Mais bon, écoutez, en tous les cas, voilà. Liverpool m'a pas rassuré, bizarrement, même si le score de 3-1 ne reflète pas, en fait, le match. Donc voilà. Attention aux Villains, ouais. Ok. Oui, pourquoi pas, on sait jamais, hein, Aston Villa. J'avoue que je me suis pas attardé sur l'effectif et le jeu d'Aston Villa, je dois vous avouer. Hein. J'arrive pas à tout regarder, mais voilà. Depuis Carroll, oui, le plus gros flop, ouais, je pense. Hein. Franchement, Darwin Núñez, depuis Carroll, effectivement, qui était plus ou moins, on va dire, porté sur la boisson, ce cher Carroll, qui venait d'ailleurs de Leeds. Il avait fait une super saison, ou 2 saisons très très bonnes, mais je crois que c'était juste une à Leeds, et il avait été recruté une somme indécente par Liverpool, et il avait rien donné, ou très très peu, vraiment, très souvent blessé, etc. Donc voilà. Bon, en tous les cas, voilà pour l'Angleterre. Effectivement. On va passer le Panic by Torres Carroll. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Effectivement. Mauvais départ à Rome. Je voulais qu'on passe un petit peu par l'Italie. On va dire que tous les gros ont gagné. Alors on verra ce soir, hein, pour le Milan, hein, bien entendu. Mais bon, même si c'est plutôt pas mal parti. Après, ça ne veut pas dire grand-chose avec Milan. Mais bon, mener 2-0 à la 34e minute contre Bologne. C'est le Bologne de Thiago Motta, hein, qui est un très bon coach. Et Bologne joue très très bien. Mais bon, a priori, tous les gros ont gagné. L'Inter a été très très impressionnante. Au Cotonou, c'est pas terrible Bologne. Tu veux dire le match de ce soir ou le Bologne de la saison dernière? Parce que le Bologne de la saison dernière avait un fond de jeu qui était plutôt pas mal. Ils n'avaient pas de finisseur, mais ils avaient quand même c'était une équipe qui jouait bien. Tu t'emmerdais pas du tout devant des matchs de Bologne. Donc voilà. Mais peut-être ce soir c'est pas terrible. Donc oui, les gros ont gagné, mais les deux clubs de Rome, comme dit au JCRM, les deux clubs de Rome ont loupé leur premier match. Effectivement, la Roma a fait 2-2 contre la Salernitana, dont, bien sûr, le but de Grandreva, le deuxième. Donc tu vois que finalement, j'allais en parler ce soir au JCRM. Un but
extraordinaire. Si jamais vous avez envie de voir un superbe but, bah c'est un peu, ça va être, je vais essayer chaque journée de championnat de vous conseiller le but à voir si jamais vous n'avez pas suivi la journée de championnat. La semaine dernière, c'était, enfin le jeudi dernier, c'était le but de Depay avec l'Atlético. Et bah là, je pense que c'est le but de Candreva cette année. Pas cette année, cette semaine. Vraiment un superbe but, vraiment extraordinaire. Donc voilà, effectivement, ça partait plutôt bien. D'ailleurs, c'est marrant, c'est deux doublés qui se répondent. Bellotti 17e, 82e pour l'AS Roma et Salernitana, Candreva qui enchaîne deux buts 36e et 49e minute. Bellotti qui a marqué beaucoup plus en un match qu'il n'a marqué la saison dernière à la Roma. Donc voilà, à peu près l'infini de plus, parce que je crois qu'il a marqué 0 but la saison dernière, ou en tous les cas on en est très très proche. Donc vraiment extraordinaire. Magnifique les buts de Candreva, dit Okotonujo, je suis absolument d'accord. Au JCRM qui dit le premier est déjà incroyable, mais le deuxième, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, c'est des superbes frappes les deux. Et Zortea aussi, très beau but. Zortea, je ne l'ai pas vu. Donc je ne pourrais pas te dire, je ne l'ai pas vu Okotonujo. N'hésite pas à nous le raconter. Donc oui, les deux clubs de Rome qui sont complètement passés à travers, et en particulier la Lazio qui jouait à l'extérieur à Lecce. Alors Lecce l'année dernière nous avait habitués à faire de très très bons matchs contre les gros clubs. En particulier à Lecce, dans cette ville magnifique. Si un jour vous allez en Italie, je vous conseille vivement de vous arrêter à Lecce, d'aller manger des petites spécialités, des pouilles, et de boire un petit verre tranquillou, posé sur les terrasses de la vieille ville, avec toutes ces arcades magnifiques. Enfin, ouais, c'est extraordinaire. Lecce, le centre-ville historique de Lecce, c'est très 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 beau et très agréable. Donc n'hésitez surtout pas à y aller si jamais vous passez par là. C'est un conseil, là c'est un conseil touristique. On va essayer aussi de faire des conseils touristiques, on sait jamais. Dans Buenos Aires Calcio, ça peut être intéressant. Zortea, c'est un fouetté extérieur du droit, petit filet opposé, magnifique. Un espèce de Thierry Henry contre le Slavia Prague ou un truc dans le genre. Bref, je suppose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce but extraordinaire où il contrôle l'aile de pigeon, rebond à l'extérieur de la surface, il s'arrête, le défenseur continue, et là, bam, extérieur du pied, petit filet opposé, magnifique. Donc oui, revenons à nos moutons quand même. Immobile qui finalement n'est pas parti en Arabie Saoudite, qui ouvre le score à la 26e minute, et là on se dit tout est bien parti. Ça, tranquillou, l'attaque Felipe Anderson, Ciro Immobile, Zaccagni, avec derrière Luis Alberto et Kamada, bah, ça peut franchement faire très très mal. Et puis, je sais pas, la Lazio s'est endormie, a eu des occasions de passer devant contre Lecce, et puis finalement a encaissé 2 buts, coup sur coup, quasi, à la 85e et à la 87e minute, par Almqvist et Di Francesco. Et ils perdent leurs 3 premiers points. Alors c'est vrai que dans ce championnat... ouais, attends. Je suis en train de rigoler parce que les commentaires commencent direct à chambrer Milan sur Charles de Ketteler. Donc voilà, j'arrive, j'en parle juste après. Je me suis déjà fait chambrer toute la journée. Donc oui, effectivement, on se dit que... oui, la Roma, la Lazio s'est endormie, et Lecce qui vient prendre ses 3 points. Oui, alors je reviens à mes moutons, excusez-moi, j'ai perdu le fil à force de lire les commentaires. Dans ce championnat ultra compétitif qu'est la Serie A, il faut se rappeler que la Serie A est le seul championnat européen, des 4 grands championnats européens, où il y a, sur ces 4 dernières saisons, 4 champions différents. Ce qui est magnifique, moi je trouve, personnellement. Pourquoi ? Parce que les champions de chaque saison ne sont pas des clubs qui sont complètement oubliés derrière et qui ont fait juste une saison, parce que très généralement, le champion est la saison suivante dans les 4. D'accord ? Donc il ne s'effondre pas, il reste au contact, voire même il est souvent deuxième, etc. Alors cette année, ça n'a pas été le cas parce que Milan a terminé 4e et ils avaient terminé 1er, mais la saison précédente, Milan termine 2e, l'Inter termine 1er, l'Inter termine 3e, etc. Bref, donc ce qui fait qu'il y a une espèce de groupe
de gruppetto, même si c'est l'inverse en cyclisme, qui se fait, hein, donc toujours avec ces 7 gros clubs, mais encore plus avec les 4 premiers, qui incluent bien sûr le Napoli, le Milan, l'Inter, la Lazio, et puis ou la Roma, ça dépend des années, et la Juve, bien entendu, qui probablement cette année a l'air d'être bien parti pour jouer les 4 premières places, voire même le titre, parce qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Donc je pense que pour moi, le favori de la Serie A cette année, c'est la Juve. Dû à cette absence de match dans la semaine que tous les autres gros clubs vont avoir. Donc voilà, parce que on sait que la Coupe d'Italie c'est très très peu de matchs, donc c'est pas foufou en fait de jouer Coupe d'Italie et championnat. Quand les autres vont s'enquiquiner, enfin même pour la bonne cause, hein, parce que c'est pour ça qu'on joue au foot, hein, c'est pour la Coupe d'Europe, mais quand les autres vont se déplacer à je sais pas où, à Munich pour jouer le Bayern le mercredi, puis ensuite à Lecce pour jouer un match de championnat, bah, la Juve aura toute la semaine pour préparer son petit match tranquille à Bergame. Donc effectivement, c'est une très très grosse différence. Donc, comme on a un fan du Milan et un fan de l'Atalanta, un mot sur De Ketelaere qui marque direct avec l'Atalanta. Effectivement, premier match, premier but. Apparemment, il a même failli marquer un deuxième but. Cotonujo qui nous dit il joue à son poste, Charles De Ketelaere, et il a fait très forte impression pourvu que ça dure. Effectivement, c'est vrai aussi que Pioli voulait en faire un espèce de numéro 10, chose qu'il n'est pas vraiment. Donc c'est un attaquant en fait. Et en fait, plus exactement, c'est un 9,5. Et dans le 4-2-3-1 de Pioli, t'es un vrai numéro 10. Et je pense pas que ce soit un vrai numéro 10. Je pense vraiment que c'est un 9,5. Donc je pense qu'à l'Atalanta, il va trouver sa place. La place que Jérémy Boga n'a jamais réussi à trouver. Parce que c'était Jérémy Boga hein, qui jouait avant à cette passe-là, et Charles De Ketelaere probablement va la trouver et ce sera très très bien, je pense, pour lui et puis même pour Milan, hein, parce que ça veut dire qu'ils se seront pas trompés et puis ils vont prendre une petite pas prime à la signature, mais ils ont un intéressement sur la revente éventuelle de Charles De Ketelaere, donc effectivement ça va être voilà. Ouais, tu vois, il est rentré à la place de Zapata quand Lookman s'est fait remplacer par Scamacca, ce qui fait que quand tu fais rentrer un vrai numéro 9 et que Charles De Ketelaere peut tourner autour, et c'est très très bien, ça marche très bien. Donc voilà, je pense que ça va le faire. Honnêtement, je pense que ça va le faire dans l'espèce de 3-5-2, voire 3-4-3 de Gasperini. Il s'épanouira beaucoup plus que dans le 4-2-3-1 de Pioli. Donc voilà. Je voulais dire oui. 2 choses. Première chose, que le championnat d'Italie est très très compact et que se ramasser un peu dès la première journée contre des équipes qui sont tout à fait à ta portée, c'est pas une très très bonne idée. Surtout qu'ils rencontrent quand même pas mal de gros clubs très rapidement. Je sais que Milan, par exemple, dans les 6 premières journées, rencontre et la Lazio et la Roma. Et je crois que la Lazio, d'ailleurs, il y a Sarri qui s'en est ému, a un calendrier à l'extérieur sur les 8 premiers matchs ou les 10 premiers matchs complètement démentiel où il rencontre à l'extérieur le Milan, à l'extérieur l'Inter, à l'extérieur la Juve, à l'extérieur je sais pas qui encore. Bref, ils enchaînent tous leurs matchs à l'extérieur. Ce sont des matchs énormissimes, donc ils n'ont pas du tout le temps de perdre des points. Parce que si à la fin de la 6e ou 7e journée, tu as déjà 15 points de retard parce que tu as rencontré tous les gros et que ta saison a mal démarré, en championnat d'Italie, c'est tellement compétitif que tu reviens pas en fait. C'est très très rare que tu puisses revenir. Donc je le sais, hein, parce que l'année dernière, par exemple, Milan s'est troué juste pendant un mois, au mois de janvier, en perdant 12 points sur 12 possibles, je crois, sur 4 matchs. Et en fait, ils sont jamais revenus. Ils sont revenus 4e, mais finalement, ce qui leur manquait pour pouvoir jouer le titre, c'était le mois de janvier, en fait. Donc voilà. Donc effectivement... très compliqué dans le championnat d'Italie de laisser partir des points, surtout contre des équipes qui ne sont pas des favorites. Et là, très clairement, c'était pas du tout des favorites que la Roma et la Lazio ont rencontré. Voilà, j'ai pas été
emballé par le jeu de la Roma, mais en même temps, je ne m'attendais pas à autre chose. La Lazio, un peu plus en première mi-temps, mais ils se sont très vite endormis. Donc voilà. Un petit tour dans les commentaires. Attention, j'ai peur du mercato pour ma Juve. Si Vlao et Chiesa partent, on l'a vu hier, c'est pas Milik qui va nous marquer des buts. Ça, c'est sûr. Absolument. Après, ils n'ont pas l'air vraiment stressés pour Vlahovic et Chiesa. Je pense que Chiesa, il faut qu'il refasse une bonne saison pour qu'il y ait quelqu'un qui veuille parier autant d'argent sur lui. Ou alors le Paris Saint-Germain, mais je pense pas que le Paris Saint-Germain ait besoin d'un Chiesa, vu qu'à gauche, ils ont déjà Kylian Mbappé. Est-ce que ce sera le plan B en cas de départ de Kylian Mbappé? Ça, c'est très possible en revanche. Et comme je continue à penser qu'il va y avoir une offre très très grosse du Real fin août, parce qu'il est à 2-3 jours du mercato, il est possible qu'il fasse un all-in sur Chiesa pour le remplacer à gauche. Ça, c'est possible. Comme ça, Dembélé, Gonzalo Ramos et Chiesa à gauche, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on verra. Avec Scamata, c'est un autre niveau que Muriel Zapata. Ah ouais, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Hein. Une fois que De Ketelaere, Scamacca vont se trouver, vont trouver leur marque, vont comprendre les systèmes de jeu de Gasperini, ça peut faire très très mal. On va voir, mais bon, on verra bien. Et Okotonujo qui nous dit « J'espère que Vlahovic et Chiesa s'en aillent, même si j'aime pas la Juve, ce serait dommage. » Ah, donc tu espères qu'ils ne s'en aillent pas, même si t'aimes pas la Juve. Effectivement, bah, ce serait dommage pour le championnat d'Italie. C'est clair que ce serait plus marrant si Vlahovic et Chiesa sont à la Juve. Le niveau de la Serie A serait plus élevé, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, en tous les cas, mauvais départ à Rome. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont terminer, la Roma et la Lazio, mais voilà, écoutez, pour l'instant, c'est toujours tous les gros ont gagné. Pour l'instant, il y a toujours 2-0 pour le Milan. C'est bientôt la pause. Ils sont dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et puis tous les autres matchs en Serie A ont été... voilà. Moi, il y a une équipe qui m'a énormément impressionné en Serie A, c'est l'Inter, qui recommence tout aussi fort qu'elle a terminé la saison. Donc voilà, je le disais ici, pour moi, elle a été meilleure que potentiellement le Manchester City en finale de Ligue des Champions. Hein. Je pense que si l'Inter n'avait pas eu un trou dans la saison, il serait allé chercher le Napoli. Donc voilà, vraiment un très très bon Inter qui m'a vraiment impressionné. Lautaro Martinez qui devient de mieux en mieux, vraiment. Donc ouais, ça va être très compliqué d'aller chercher eux. Pour moi, avec la Juve, ce sont les deux meilleures équipes pour l'instant que j'ai vues. Même si Naples hier, a gagné 3-1, mais ils étaient menés 1-0. Et puis Garcia, j'ai pas confiance. Donc je pense vraiment que Inter-Juve, vraiment au-dessus du lot. Milan-Naples, dans une certaine mesure, et encore Milan, va falloir voir si la mayonnaise prend avec tous ces nouveaux joueurs, parce que ça fait énormément de nouveaux joueurs. Dans le 11 de départ, si on prend le Milan, dans le 11 de départ, vous avez quand même 3 nouveaux joueurs à intégrer, potentiellement 4 si vous faites jouer au cas fort. Donc ça fait sur 10 joueurs de champ, on va dire, c'est quand même 40%. Donc voilà, entre 30 et 40% de l'équipe qui a été renouvelée. C'est pas anodin en fait. Il y a peu d'équipes comme ça. Il y a vraiment peu d'équipes comme ça. Si on prend l'Inter par exemple, c'est pas du tout le cas. Ils ont beaucoup plus de certitude. Ils ont juste, c'est vrai, perdu des gens. Ils ont un nouveau goal à intégrer. Donc ça c'est important, mais pas à ce point-là, quoi. Donc voilà. Alors, quelques petits commentaires. Il n'y a plus de news pour Loris à la Lazio. Non, effectivement, il n'y a plus de news. Mais bon, Provedel est un bon goal. Hein. Je vois pas pourquoi. Voilà. Choix du président, mais Sarri n'en veut pas. Je comprends en fait, parce qu'il a un bon goal. Donc moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'il irait prendre un goal. Surtout si c'est un goal du type Loris, parce que Provedel, il n'est pas extraordinaire du pied, mais sur sa ligne, je pense pas qu'il ait grand-chose à envier à Loris, donc pourquoi pas le garder. Enfin, moi je trouve que c'est plutôt un bon goal. Qu'est-ce qu'on a encore comme petit tac. L'Inter a fait du sale, c'est vrai, absolument. Attention à la Fio aussi. Oui, mais tu sais, la Fio, c'est comment dirais-je,
c'est romantique comme équipe. Je sais pas si un jour la Fio pourra vraiment franchir le cap de rentrer dans les 4 premiers. Moi, je suis super content quand la Fio est européen parce que elle nous représente bien, elle représente bien le championnat d'Italie, c'est top, ça joue bien au football. Birgit a mis un but absolument magnifique hier, une passe décisive aussi de mon chéri Bonaventura, absolument délicieuse. Donc oui, bien sûr. La Fiorentina, mais la Fiorentina, c'est le romantisme, c'est Florence, quoi. C'est la Toscane, c'est tout ça, c'est les petites fleurs et tout. Mais je pense pas qu'ils puissent rentrer dans les 4, honnêtement. Ils ont un niveau de classe mondiale, l'Inter. Ouais, je suis d'accord avec toi. À l'Inter, Pavard va signer, espérons, pour jouer à son poste. Ouais, bah absolument. Effectivement, de toute façon, oui, parce que l'Inter joue à 3, donc ils vont pas le mettre piston droit. Piston droit, ils ont Cuadrado et Dumfries. Donc il n'y a absolument aucun souci, il va jouer dans les 3 de derrière, parce qu'effectivement il en manquait un, parce que depuis le départ de Skriniar, avec 3 défenseurs centraux, il t'en faut au moins 5 des défenseurs centraux, parce que bah, il faut bien les remplacer en cas de blessure, donc oui, Pavard va jouer à son poste, et ça c'est plutôt pas mal, c'est d'ailleurs je pense pour ça qu'il va à l'Inter, en plus du fait que c'est le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Ouais, Pavard, je suis pas fan. Bon, moi, j'ai toujours eu une opinion plutôt bonne de Pavard, sauf quand il est ailier droit offensif, parce que bah, c'est pas son rôle, quoi. C'est un défenseur central, donc je peux pas le juger là-dessus, en fait. Au Cotonou, le problème de la Fio, c'est qu'ils se font spoiler leur attaquant, ça c'est clair, c'est Batigol. C'est clair, ouais, absolument. Vlahovic, le dernier, et puis la plupart du temps par la Juve, très honnêtement. Bon, alors Batigol, en l'occurrence, c'était la Roma, mais la plupart du temps, c'est quand même la Juve qui vole tous les bons joueurs de la Fio. Ça a commencé probablement avec Roberto Baggio, etc., etc. On pourrait remonter. Par contre, rien à voir avec le programme, mais Ziyech, sa présentation, alors que les joueurs n'étaient même pas au courant, incroyable, avec les supporters et le capot. Ouais, il était caché dans la tribune, enfin caché, déguisé, on va dire, dans la tribune de Galatasaray, des fans de Galatasaray, avec un hoodie à capuche, et à la fin du match, c'est lui qui lance les chants devant les joueurs. C'est vrai que c'était pas mal, c'était franchement une bonne façon de présenter une nouvelle recrue aussi importante que Hakim Ziyech, à l'échelle de Galatasaray, même si Galatasaray est un très grand club. Galatasaray a gagné tout seul autant de Coupes d'Europe que la France. Juste, je rappelle ça, parce que si jamais si jamais un jour on croise Galatasaray en tour préliminaire de Ligue des Champions et qu'il y a un club français qui pense que ça va être facile, voilà, je tiens à rappeler que Galatasaray a plus de Coupes d'Europe tout seul que tous les clubs français. Donc voilà, bref. Enfin, ou égalité, je crois. Ils en ont 2, ils ont gagné 2 C3, je crois, et voilà. Icardi est en forme aussi, est très très en forme. Icardi à Galatasaray, il s'est racheté une santé, et d'ailleurs l'équipe de Galatasaray a beaucoup de gueule, hein. Attention, hein, faut pas les croiser en Ligue des Champions et penser que c'est la fête, hein. Je pense que ça va être très compliqué, hein. Ouais, Icardi, Mertens, Hakim Ziyech, et les joueurs, et puis ils n'ont pas que ça d'ailleurs, hein. Et les joueurs, ils n'ont pas que ces 3 joueurs là, quoi. Ils ont vraiment une très bonne équipe, et les joueurs Gomis, non je crois pas, enfin c'est fini lui. Et les joueurs turcs qu'ils ont une très bonne génération. Le Fener et Galatasaray ont super bien recruté aussi. Ouais, c'est vrai. Enfin, le Fener en plus de Galatasaray. Donc voilà. Tout à fait d'accord. C'était bien cette petite incartade turque. J'ai hâte de voir le Galatasaray en Coupe d'Europe. Vous savez d'ailleurs, hein, je vous le dis, je le redis, j'en ai parlé aujourd'hui avec des gens, mais Galatasaray est le nom d'un lycée français à Istanbul. Donc c'est ce lycée français qui a créé l'équipe de Galatasaray. D'ailleurs, Galatasaray, c'est écrit en français sur la devanture du lycée. Donc voilà, d'ailleurs il y a un excellent reportage qui est animé par Eric Cantona sur tous les derbys
à travers l'Europe, les plus grands derbys, d'ailleurs à travers le monde, hein, parce qu'ils avaient fait aussi l'Argentine, le Brésil, etc. Bien sûr, le derby de la Madonnina à Milan et les derbys à Istanbul, qui étaient passés à l'époque sur Canal, c'était il y a une dizaine d'années. Je vous recommande vivement de regarder ces reportages, ils sont incroyables et on apprend plein de choses sur Galatasaray, en l'occurrence le Fenerbahçe, Beşiktaş, etc. Donc voilà. On va continuer, on va passer en France, hein, mais c'est très très bien, hein, n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions un petit peu hors topic, hein, parce que c'est vraiment cool, c'est ça Buona Sera Calcio, on parle de football, on est là pour en parler, et c'est vraiment ça, il y a un fil conducteur, mais c'est plus pour animer les débats qu'autre chose, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir qu'on aborde d'autres sujets. Au JCRM d'ailleurs qui nous dit Monaco avec le japonais qui montre enfin l'étendue de son talent et avec possiblement Balogun en pointe, ça peut faire mal Monaco. Oui, tout à fait, c'est pour ça que je voulais revenir dessus, parce que c'est vrai qu'en regardant un petit peu l'effectif de Monaco, bon, alors déjà ils ont fait un super début de saison, Ben Yedder est en feu malgré la mise en examen, alors je sais pas même si ça le motive pas, mais bon bref, on verra. Comme je le disais jeudi, Ben Yedder a été mis en examen pour agression sexuelle, en tous les cas. Après, je sais pas ce que ça va donner, hein, vous savez, hein, Mendy s'en est sorti, hein, donc c'est, je veux dire, c'est, voilà, il y a beaucoup d'accusations, après, il y a peu de coupables, il faut voir, d'accord, je ne sais pas, je ne connais pas Ben Yedder, il l'a peut-être fait, s'il l'a fait, c'est inadmissible, mais pour l'instant, il est présumé innocent, donc voilà. C'est important de garder ça à l'esprit en France et en Europe en général, mais en France en particulier, c'est comme ça que ça fonctionne. Tant que vous n'êtes pas accusé, vous êtes présumé innocent, et c'est très bien comme ça. On pourra tirer les leçons de tout ça à la fin de cette enquête. Donc, quand on regarde le recrutement de Singo, d'accord, qui est très très bien à droite, vraiment, moi je l'ai vu jouer avec le Torino, je suppose qu'au JCRM et au Cotonou aussi, eh bien c'est pas le plus technique des latérales, mais en revanche, enfin des pistons latérales, mais en revanche c'est un volume de jeu et un impact physique complètement dingue, Singo, donc qui viennent de recruter. Ils ont aussi devant Minamino, Ben Yedder, Golovin, franchement, en France, il n'y a pas grand monde qui arrive à rivaliser avec ça, hein. Franchement, hein, c'est vraiment impressionnant. Caio Henrique, c'est plutôt pas mauvais. Et puis sur le banc, ils ont recruté Zakaria à la Juve, qui est franchement un très bon joueur. Il s'est pas épanoui à la Juve, mais ses débuts étaient plutôt prometteurs. Et puis finalement, ça s'est un petit peu éteint. Mais non, ils ont vraiment un très très bel effectif. Et effectivement, si tu rajoutes par-dessus Balogun, qui va donner une profondeur de banc en attaque à Monaco, bah effectivement, c'est très 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 compliqué de faire mieux en France. Après, ça fait des années que c'est comme ça à Monaco, et ça fait des années qu'ils passent à travers, ou en tous les cas qui déclenchent, on va dire, leur effort un petit peu trop tard. Là, en tous les cas, leur début de saison est incroyable, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, donc voilà, vraiment c'est très intéressant. Un petit hors-sujet, alors attends, oula, Okutonojo qui dit Minamino, absolument. Au JCRM, merci, j'avais plus le nom en mémoire. Ah voilà, oui, d'accord. Okutonojo, j'ai vu que Kurt Zouma il joue encore. Bah oui, effectivement. Il joue encore d'ailleurs sur X, j'ai vu des montages de l'entraînement de West Ham où il joue avec des chats, bien entendu. donc effectivement. Et au JCRM, petit hors-sujet Ligue 1. Matic à Rennes, quel coup de maître. Maintenant, ils veulent carrément Lindelof. Ouais. Alors bon, Matic à Rennes, en fait, Rennes, franchement, ils construisent une très très belle équipe, hein. C'est avec Monaco, Paris, on va dire, Marseille et Rennes. Je pense que c'est les 4 plus belles équipes de Ligue 1. Après, il y a 2 équipes qui jouent très bien au foot, c'est Lens et Lille. Et puis après, le reste, c'est un peu plus poussif. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir 6 équipes où tu te dis « Ah, il y a moyen de faire quelque chose ». Comme je le disais, j'arrête pas de le dire, c'est la densité qui fait le succès des clubs italiens en Europe, des clubs anglais en Europe, etc. C'est la densité qui a fait les succès des clubs espagnols en Europe, qui malheureusement la défait en ce moment, parce qu'il n'y a plus du tout de densité en Espagne, hein. Il y a les 2 gros,
et encore qui sont pas à leur summum, et puis derrière plus personne, et ben là c'est exactement la même chose dans l'autre sens. La France commence à avoir une très belle densité avec 4 belles équipes, 2 équipes enthousiasmantes, et puis après le reste c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est plutôt pas mal. Lens avec Wai, ça peut faire mal aussi. Ouais, tout à fait. Lens et Lille, c'est vraiment 2 belles équipes. Ça joue très très bien au foot. Lens a fait un super match ce week-end. Non, franchement, vraiment très très bien. Dans les 2 matchs, c'est ce qui leur a manqué. Un 9 avec Wai. Lens va revenir. Oui, je pense aussi. Parce que ça a très très bien joué au foot. Donc c'était pas un problème de... C'était un problème. Voilà. C'était juste de l'efficacité. Donc voilà. En tous les cas, ma petite pensée, c'était un Monaco princier. Est-ce que ce Monaco, on disait, ça va jouer entre l'OM et Paris, parce que l'OM a fait un super recrutement. Le début de saison de l'OM n'est pas non plus extraordinaire. Voilà, il a été teinté un peu pas de rancœur, mais d'aigreur, d'estomac avec ce match, ce tour préliminaire qui a été perdu par Marseille. Donc oui, c'est voilà, un match nul, une victoire, c'est pas famélique, c'est pas honteux quoi, mais c'est vrai que Monaco, c'est plutôt pas mal. Bon, Paris, j'en parle pas, hein, on en parlera une autre fois, on en parle déjà bien assez partout. J'ai pas besoin ici à Buenos Aires Calcio de parler de Paris, même si c'était le retour de Mbappé et de Dembélé. Je pense que je parlerai de Paris à partir du mois de septembre, parce que pour l'instant, leur fenêtre de transfert est tellement importante que, vu que leur meilleur joueur peut partir, ils peuvent recruter des énormes joueurs, etc. Donc on verra un peu la tête de l'effectif de Paris début septembre. Et Mikotadze, quel joueur, je le vois pas rester à Metz. Ouais, normalement il va partir lui, hein. Il pourrait jouer dans beaucoup de clubs lui, mais a priori Mikotadze c'est sûr il part, hein. Et oui, il est très très fort, absolument. Il doit jouer dans le top 6 français, et voire même dans un ventre mou anglais, je pense qu'il ne dénoterait pas. Donc voilà, non, c'est un très bon joueur. Top 6, top 4 même français. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. Très très bon joueur. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un talent de la sorte. Probablement que la dernière fois qu'ils avaient eu un talent de la sorte, c'était Sadio Mané. Probablement, le FC Metz. Et oui, parce que tout a commencé là, pour Sadio Mané, en Europe en tous les cas. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, pour ce soir, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'était la reprise des championnats. C'est le 2e épisode de la saison 2 de Buenos Aires Calcio. C'est toujours un plaisir de discuter football avec vous encore une fois. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Notez les podcasts, les vidéos sur YouTube, les vidéos aussi sur Twitch, mais bon, surtout sur YouTube et en podcast. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager aussi aux gens qui vous entourent et dont vous savez qu'ils aiment le foot. C'est avec grand plaisir que je rencontrerai de nouvelles personnes. Et puis voilà, on se retrouve jeudi pour aborder un autre sujet, peut-être moins lié à l'actualité, parce que il n'y aura pas eu de journée de championnat entre les deux. Il y aura eu en revanche des tours préliminaires, des barrages de Ligue des Champions, mais pas de journée de championnat, mais on abordera un sujet, on va bien en trouver un tous ensemble. Si vous voulez que j'en traite un en particulier, n'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux de Buenos Aires Calcio via Facebook, pas du tout Facebook, via X, donc, aka Twitter, ou bien Instagram. N'hésitez pas. En attendant, oui, vivement le Marseille-Braga. Ah non, on a perdu, ouais, effectivement. Alors attends, il pourrait jouer dans beaucoup de clubs. Je pensais plus à Pouget et Pires, moi. Tu sais, le vieux. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison, Pouget et Pires. Mais oui, non, mais Pouget et Pires, c'était incroyable. Bon, surtout Pires, finalement. Parce que Pouget, finalement, ça a été un peu un feu de paille. Mais il avait fait une excellente saison. Il était meilleur buteur du championnat de France. Et Pires, bon, on sait la carrière qu'il a fait. Et puis, ils ont failli gagner le titre, hein, d'ailleurs, contre Lens à l'époque, Metz. Donc, c'était en 98. Donc voilà, une très très belle saison du FC Metz. Mais entre-temps, le joueur avec autant de talent qui est passé par Metz, probablement le dernier, ça doit être Sadio Mané. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Et encore une fois, merci pour tout. Merci pour tous ces commentaires. Et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.